Les recommandations nutritionnelles de base, comme celle de manger 5 fruits et légumes par jour, ne peuvent pas s'appliquer à toutes les situations, voire peuvent aggraver certaines situations. Dans cette vidéo, je vais prendre le contre-pied de mon mari qui à l'époque devait se faire retirer une partie du côlon tellement il était malade avec la rectocolite. Et s'il avait suivi ce principe de base de manger 5 fruits et légumes par jour, eh bien aujourd'hui il n'aurait plus de côlon. Alors bienvenue sur la chaîne du côlon en vacances. Ici on parle de comment mettre le côlon en rémission, comment lui accorder du répit. Alors sache que lorsque le côlon est malade, tout ce que tu crois savoir de la nutrition, je pense que tu peux mettre de côté 80% et puis réinitialiser toutes tes connaissances parce que ça ne va pas s'appliquer au côlon malade. Je vais te parler de la méthode Ptilara qui a émergé avec l'histoire à la base tragique de mon mari qui s'est très bien terminée et qui a continué de se construire sur des cas graves de rectocolite. Cette méthode, en fait, c'est une stratégie thérapeutique qui n'est pas basée sur la naturopathie, pas basée sur la diététique ou sur la médecine en soi, mais sur l'anthropologie. Donc c'est vraiment une observation et une analyse, on va dire plutôt sociale, du fonctionnement du côlon. Il faut comprendre que la rectocolite a un fonctionnement qui lui est propre et que tout ce qui reflète les panthéons naturopathiques ne s'applique pas à la rectocolite. Et c'est pour ça que les gens ont beaucoup de peine à se mettre en rémission malgré les médicaments, qu'ils ont l'impression que les médicaments ne font pas effet parce que de l'autre côté, ils vont avoir des gestes, des actions ou manger certaines choses qui vont défaire en fait l'action des médicaments. Bon, allez, je te fais pas mijoter plus longtemps, c'est parti! Mon mari est en rémission depuis 5 ans, harmonieusement et sans médication. Donc, si toi, tu as des problèmes au niveau du côlon que tu n'arrives pas à résoudre, eh bien, je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et puis surtout à t'armer d'un stylo parce que je vais te donner des conseils que, si ça se trouve, tu pratiques au quotidien dans le souci de bien faire et qui, en fait, sont contre-productifs pour ta santé. Donc, tu risques un petit peu de tomber de ta chaise. Donc, c'est parti. Conseil numéro 1. Alors, je reviens sur ce conseil. Pourquoi il ne faut pas manger 5 fruits et légumes par jour pendant que tu as des troubles au niveau du côlon, surtout si tu as des diarrhées? Eh bien, simplement parce que les fibres vont venir frotter la muqueuse et l'irriter alors qu'elle est déjà irritable. Tu as le syndrome de l'intestin irritable. Donc l'idée, c'est de ne pas irriter ce qui est déjà un petit peu effrité, on va dire. Et puis la deuxième chose, c'est que le manger des fruits crus est absolument indigeste si ton côlon est entre guillemets sous l'eau, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à trier le bon grain de livret, il n'arrive pas à trier la matière du liquide. Donc si tu lui envoies en plus des crudités, ça va venir compliquer l'affaire et ça risque de partir simplement en diarrhée parce que c'est un réflexe d'évacuation de la part de ton côlon. D'ailleurs, si toi aussi tu as des diarrhées à la fin du repas parce que tu manges une salade de fruits, je t'invite à laisser un commentaire pour le faire savoir parce que c'est vrai que ça peut aider d'autres personnes qui pensent bien faire en optant pour une salade de fruits plutôt qu'autre chose et finalement ça va être contre-productif. Conseil numéro 2, ne pas boire un verre d'eau le matin à jeun alors que précisément ton côlon est irritable et risque de partir en diarrhée. Pourquoi? Parce que l'eau, en fait, on recommande aux personnes de boire de l'eau à jeun le matin pour justement aller réveiller un côlon qui est peut-être un petit peu ankylosé, qui fait mal son boulot, des personnes plutôt constipées. Aussi ça a des vertus aussi hépatiques, ça permet quand même de rincer un peu le corps, de commencer en l'hydratant. Donc il y a une logique à recommander ça. Sauf que dans le cadre de la rectocolite ou des personnes qui ont tendance à avoir le côlon irritable, ça va lui donner une claque le matin au réveil. Donc je recommande d'attendre de déjeuner pour ensuite envoyer des liquides à ton organisme. Oui, ça va diluer un petit peu les sucs digestifs. Oui, c'est pas plébiscité par certains naturopathes, mais sur le plan de ton côlon, au moins, ça permet de lui accorder du répit. Et qu'est-ce qui se passe lorsque ton côlon est en répit? Il peut se régénérer. Donc, il va devenir plus fort pour mieux faire son travail. Conseil numéro 3, pas de probiotiques
lorsqu'on a la rectocolite, même si c'est recommandé de prendre du VSL3. Alors personnellement, ce n'est qu'un conseil que je te donne, ce n'est pas une vérité absolue, mais il arrive tellement souvent dans le cas de mes patients que certains aient un SIBO ou un SIFO non diagnostiqué. Et si c'est ton cas, eh bien, si tu prends des probiotiques, ça risque d'aggraver le phénomène. Dans tous les cas de rémission que j'ai obtenus par le biais de la méthode Tilara, il n'y a jamais eu recours aux probiotiques. Dans le sens, par rapport à cette méthode-là, ce n'est pas nécessaire. Conseil numéro 4, évite les purées d'oléagineux. Oui, je sais, c'est souvent conseillé et c'est toujours des bonnes intentions qui sont sous-jacentes. Mais au niveau de la pratique, ça ne marche pas. Avec des gens qui ont tendance aux diarrhées, ça va faire monter ton taux de lipase en plus. C'est éminemment riche en bonnes graisses. Bien sûr, ce sont des bonnes graisses saines, sans sucre ajouté. Donc sur le plan purement nutritionnel, ça se tient, mais sur le plan de fonctionnement de la tuyauterie humaine, non, ça ne se tient pas. Moi, je parle beaucoup du savoir-être d'un aliment et pas juste de ce qu'il possède, de sa possession. Et comment l'aliment va se comporter dans la tuyauterie humaine a aussi une importance capitale, surtout dans la rectocolite ou dans le syndrome de l'intestin irritable. Donc ces purées d'oléagineux, si vraiment tu es en crise de rectocolite au stade le plus élevé, en tout cas à ce moment-là, je ne te le recommande pas parce que tu risques d'avoir du mucus dans les selles, des réactions de défense, c'est beaucoup trop offensif. Pourquoi aussi? Parce qu'en temps normal, ces petites amandes ou ces cajous, tu n'en aurais pas mangé autant. Donc c'est pas, entre guillemets, naturel et logique d'en emmagasiner autant réduite en purée. Et surtout, on ne prend pas le temps d'ensaliver correctement ces purées, tellement, quelque part, ça se comprend, c'est bon, mais on va les avaler un peu rapidement et puis ça va être mal reçu. Alors après, tu vas me dire, oui, mais Lara, du coup, qu'est-ce que je peux prendre pour le petit déjeuner? Je ne sais plus quoi faire. Je sais à peu près ce qu'il ne faut pas faire, mais je ne sais pas quoi faire. Alors, il y a vraiment une solution pour le petit déjeuner avec la méthode Tilara. Tu peux regarder cette vidéo qui s'affiche ici. C'est les crêpioca. La recette vidéo est accessible sur la chaîne. Après, si tu veux aller plus loin, eh bien, effectivement, tu peux aller regarder dans la box Mon colon calme. Là, tu vas retrouver pléthore de recettes écrites et de recettes vidéo, de suggestions. Mais déjà, si tu veux une recette de base de la méthode Tilara, tu peux déjà regarder les crêpioca. Super bon retour avec ces crêpioca. Il faut juste veiller bien à commander exactement la même farine qu'il y a sur la vidéo. Nous, on a de la chance, on la trouve en bas de chez nous dans un magasin asiatique. Tu peux aussi la trouver dans des magasins portugais. Mais toutes les personnes qui se sont hasardées à trouver des farines qui ressemblent, farine de tapioca ou fécule de tapioca, n'ont pas eu du tout le même résultat au niveau du moelleux de la crêpe. La crêpioca est ce qui est un petit peu décevant. Donc ce qui est génial avec cette crêpe, c'est qu'elle est moelleuse, tout en étant sans gluten. Il n'y a pas besoin de graisse pour la cuire. Et puis pour nettoyer la poêle, c'est génial, enfin, c'est incroyable. Étant donné qu'il n'y a pas de graisse, ça se décolle tout seul, enfin, c'est magique. Conseil numéro 5, je ne recommande pas que tu ailles faire du footing pour justement une remise en forme le matin, ni l'après-midi d'ailleurs, ne pas faire de footing tout simplement. Pourquoi? Eh bien parce que ça va secouer le côlon. La méthode Tilara, elle s'axe pas uniquement sur un angle nutritionnel, mais vraiment tout ce qui va impacter positivement ou négativement le côlon. Et parmi tout ce qui va l'impacter, eh bien il y a aussi certaines activités sportives, certaines postures, et il y a justement le footing. Donc tout ce qui secoue ton côlon en permanence, sans discontinuer pendant quelque temps, c'est pas du tout recommandé. Mais en fait, c'est rien que du bon sens. Et de l'observation, certes, mais finalement, c'est du bon sens. Conseil numéro 6, alors ça c'est quelque chose que beaucoup font justement parce que c'est l'idée des super aliments, de manger des aliments riches en minéraux, en polyphénols, parce que plus c'est riche, mieux c'est. Non, non. Dans la méthode Tilara, c'est pas parce qu'un aliment est un peu plus modeste sur le plan nutritionnel qu'il va être moins bien. Au contraire, il va apporter un peu de répit à ton côlon
Et je répète que ce n'est que dans le repos qu'il peut travailler à sa propre régénération. Donc, les céréales complètes, pour l'amour du ciel, stop, pas en état de poussée. Pourquoi pas sur une muqueuse saine? Moi, je peux manger des céréales complètes, ça va être plutôt bien, bénéfique. Et encore, je ne le ferai pas tous les jours. Pourquoi? Parce que le principe d'une céréale complexe, c'est que l'écorce, elle reste. Et donc, lorsqu'elle va arriver dans le tube digestif, pour peu que ton tube digestif ait des zones ulcérées avec des lésions, ça va venir griffer la muqueuse interne et ça peut même faire saigner. Même des personnes qui ont la maladie de Crohn et qui ne saignent pas en temps normal pourraient saigner avec, par exemple, du riz noir. Pourraient saigner. En revanche, et c'est là où c'est un peu tricky, c'est assez sournois, c'est que les nouilles de riz noir, elles ne vont pas faire saigner. Mais le riz noir lui-même, avec l'écorce, vont faire saigner. Donc, moi, je ne te recommande pas de manger des céréales complètes. Pour l'instant, ça ne veut pas dire les diaboliser. Ça veut dire les mettre de côté le temps que tu deviennes plus fort. Conseil numéro 7, c'est juste un conseil. Mais je ne recommande pas de manger vegan en étant en état de poussée de rectocolite. Plutôt pour d'autres pathologies liées notamment à des troubles articulaires, pourquoi pas, ou à une hyperuricémie, voilà. Mais par rapport à la rectocolite, pourquoi je ne le recommande pas? Parce que souvent, les aliments qui vont être véganes vont être éminemment riches en histamine. Alors, si tu trouves des aliments véganes qui ne sont pas riches en histamine, alors dans ce cas, c'est cool. Mais moi, je pense tout de suite au tofu, je pense tout de suite à la sauce soya. Et l'histamine, on n'en parle pas assez, j'en parle énormément dans la méthode Tilara, est au cœur des problématiques d'inflammation. Donc l'idée, c'est de réduire un peu, pas de diaboliser l'histamine non plus, on n'est jamais dans un dogme, mais de réduire le taux d'histamine pour pouvoir vraiment adoucir l'effet sur le côlon. Encore un autre conseil que tu pourrais très bien avoir tendance à faire avec des bonnes intentions, c'est les séances d'ostéopathie ou les séances de drainage lymphatique, toutes ces manipulations. Le côlon est d'une sensibilité extrême lorsqu'il est malade, il peut réagir à une vibration et c'est d'ailleurs pour ça que, soit dit en passant, je te le dis comme ça, mais il peut réagir très positivement à des prières. Ça, c'est une information, quelle que soit l'obédience religieuse. Je recommande aux gens de prier parce que vraisemblablement, ça fait du bien au côlon. Et puis, il y a des moments pour ça qui sont même plus impactants que d'autres, mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Maintenant, tu n'es pas obligé d'avoir la foi pour t'en remettre. En tous les cas, si tu vas faire des séances d'ostéopathie, il faut que tu expliques à ton ostéopathe ou que tu lui demandes de bien veiller à ne pas toucher les méridiens qui passent à travers le côlon parce que c'est tellement efficace quelque part l'ostéopathie que ça va déclencher une réaction du côlon. Ça peut être un réflexe d'évacuation, alors j'appelle ça une envie fécale, hein. Ça veut dire que tout à coup tu vas avoir besoin de te libérer, ça ne va pas forcément être des selles, hein. Ça peut être un peu d'eau, du mucus, voire du sang. Donc ça va le réveiller et on cherche justement à l'endormir pour qu'il soit plus fort. Donc non, je ne recommande pas ça. Trop souvent j'ai eu des retours de patients qui me disaient « Ah, j'ai fait une erreur, je suis allée faire une séance d'ostéopathie ou de massage du bas du dos ou même d'apposition des mains sur le ventre. Même la position des mains sur le ventre, je ne le recommande pas parce que le côlon est sensible et il va réagir. En revanche, tout ce qui est soins à distance, oui, ça va être différent. Tu vois ? Jusqu'à où ça va la méthode Tilara? La liste, elle est longue et c'est pour ça que quelque part, c'est pas évident quand on a la rectocolite, qu'on est en poussée et pourtant qu'on est intelligent, qu'on est bien instruit, qu'on sait ce qui est sain, ce qui n'est pas sain, de s'en remettre. Parce que précisément, c'est pas les aliments sains qui vont être salutaires, ce sont des gestes soignants qui vont l'être ou des aliments soignants. Et sain ne veut pas automatiquement dire soignant. Ça fait partie du plus grand axe de la méthode Tilara. J'espère que tu auras appris des choses avec cette vidéo et si c'est le cas, je t'invite à me laisser en commentaire qu'est-ce qui t'aura le plus étonné dans cette vidéo. Et moi, je te dis à bientôt. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Puis merci de ton attention. Bye bye.